Bonsoir à tous et bienvenue à la 8e conférence du cycle de la voix. Les webinaires pilotés par le Voice Lab et organisés à l'aide de App Francia. Aujourd'hui, le titre de la session pose une bonne question. Donc, la voix, le conversationnel et le traitement automatique du langage. Comment maîtriser ces composants pour mieux concevoir des assistants vocaux performants? Eh bien, nous avons 4 intervenants qui vont nous donner la réponse, qui seront guidés par notre modératrice, Katia Lenné. Je vais bientôt lui laisser la parole, mais d'abord, je voulais juste vous rappeler que pour toute question, vous avez un onglet dédié, donc voilà, en bas à droite de votre écran, qui s'appelle « Questions ». Et pour la messagerie, vous pouvez utiliser voilà, la discussion directement. Et voilà, aussi le webinaire, pour votre information, il est enregistré, donc il sera disponible sur la page web du Voice Lab, levoicelab.org, mais aussi dans la chaîne YouTube du App Francia. Et voilà, c'est tout, je pense. Donc, je peux laisser la parole à Katia, je la présente. Donc, Katia Lenné est la vice-présidente de notre association, le Voice Lab, mais aussi cofondatrice et CEO de la société Tolkeraï. Bonjour, Katia. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci, Consuelo. Je suis ravie de vous avoir tous et toutes avec nous. En très bonne compagnie, d'intervenants très passionnants autour d'une question, évidemment, dont on n'aura pas le temps, évidemment, de discuter de tous les points importants aujourd'hui, mais on va au moins commencer. Katia Lenné, cofondatrice et CEO évidemment de Talker, avec plusieurs casquettes dans la vie, mais en tout cas passionnée de la voix, de la conversation et des interactions humaines. Je passe la main à Pascal qui va se présenter et effectivement tous les intervenants pourront se présenter chacun à son tour. Et tu es en mute, Pascal. Excusez-moi. Merci beaucoup. Donc, Pascal Lenné, cofondateur de Talker. Voilà, je m'occupe plutôt de la partie technique et aussi, je suis évidemment en relation avec les clients pour améliorer tous nos petits robots. Voilà, tout simplement. Patrice. Bonjour à tous. Donc, Patrice Bonne. Donc, en fait, moi, je suis bot designer chez Talker et puis Customer Success Manager. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai réalisé énormément de scénarios sur notre plateforme, donc des scénarios qui sont tout prêts à être utilisés. Je développe également ces scénarios-là. Et puis, je suis également donc les clients tout le long du parcours jusqu'au succès, effectivement, et la bonne réalisation de l'assistant virtuel. Alors, Tanguy Vincent, bienvenue. Merci, bonjour Katia. Bonjour tout le monde. Donc Tanguy Vincent, je fais partie du groupe H2R La Mondiale où j'ai en charge le pôle innovation et nouveaux usages digitaux dans la relation client à distance. Donc il y a à la fois s'occupe de toute la partie de la vente à distance et la partie des centres de relations clients. Et dans ce cadre de ces missions-là, depuis quelques années, je suis amené à créer, administrer, superviser différents chatbots et callbots. Merci. Arnaud, de Pays de Val. Bonjour à tous. Eh bien, voilà, moi je suis médecin urgentiste à l'hôpital Saint-Joseph dans le 14e à Paris. Arnaud. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Donc voilà. Et je suis responsable du board innovation de la Société française de médecine d'urgence et directeur médical du Digital Medical Hub, qui est un émulateur de start-up en santé. Est-ce que je vous entends? J'ai l'impression que j'ai pas de son, ou c'est moi? Non, c'est bon. On t'entend bien.
Merci. Alors, l'ordre du jour, en tout cas, on va vous présenter, on va discuter plus largement sur comment concevoir des assistants aujourd'hui, quelles sont les briques nécessaires et comment on peut les assembler, et en tout cas les mixer pour que ça fonctionne bien, pour qu'on ait un assistant performant à la fin, et avec des témoignages de nos participants qui sont à distance. Évidemment, on va laisser un peu de temps pour quelques questions-réponses à la fin. Tout d'abord, en revanche, je vais démarrer par vous présenter en quelques mots qui est Talker. Talker est une solution française, une entreprise qui a 3 piliers, une entreprise de software, de conception d'outils numériques et en tout cas d'une technologie qui permet de fabriquer des assistants virtuels no-code. Grâce à cette technologie, on a monté une plateforme qui s'appelle Talker AI. Cette plateforme permet de end-to-end de concevoir des assistants virtuels, quel que soit le canal, quel que soit le domaine d'activité et quel que soit le métier qui est concerné. J'ai dit 3 piliers, donc il y a la partie software, mais il y a la partie télécom et téléphonie, puisqu'on est très présent sur le canal téléphone, qui occupe 50% en tout cas des interactions d'une marque avec un public. Et ce qu'on a de très intéressant, c'est qu'on a conçu des assistants as a service, c'est-à-dire des assistants qui sont très faciles à customiser, plug and play. On en discutera aussi de notre spécificité d'orchestrateur plus tard, peut-être, si on a l'occasion de se pencher dessus. Pour nous, ce qui est important aussi, c'est qu'on réinvente le centre de contact aujourd'hui pour le rendre virtuel, mais en même temps hybride, omnicanal et automatisé. Dans notre ADN depuis, en tout cas 2015, c'est cette approche omnicanalité. Ça nous a toujours préoccupé de créer un assistant qu'on pourrait simultanément connecter à n'importe quel canal. Aujourd'hui, on peut se dire qu'avec un assistant virtuel, on arrive à automatiser de 45 à 85%, par exemple, de flux entrants d'appels téléphoniques, en fonction évidemment du périmètre que l'assistant va occuper. Mais le principal, c'est quand même de discuter avec nos intervenants. Donc, je vais très rapidement passer sur quelque chose d'intéressant qui nous permet de se poser aujourd'hui les questions. Pourquoi finalement on parle de ces assistants, en quoi ils sont très pertinents. Je crois qu'autour de la table, en tout cas des participants de ce webinaire, sont très avertis, en tout cas, sur la voix, de l'importance de la voix en tant que canal, de l'importance aussi de l'interaction. Donc, je ne vais pas enfoncer de portes vertes, mais il est important aussi de souligner que dans les prochaines années, l'intelligence artificielle conversationnelle va jouer un grand rôle dans l'optimisation des entreprises, dans la manière dont les salariés occupent d'autres typologies de postes, de tâches. Et c'est important aussi de voir de quelle manière on peut aussi améliorer l'interaction avec le client, l'utilisateur tout court. Donc voilà, ça c'est ce qui est important, ce qui nous occupe. Comment faire ces assistants performants pour que demain, tous nos clients en soient davantage satisfaits. Évidemment, l'opportunité pour l'entreprise, elle est double. Elle est aussi bien pour ses propres clients, mais aussi bien au sein de cette entreprise, comment faire pour que, évidemment, on puisse avoir un business qui est florissant, mais en même temps, avoir des collaborateurs qui sont satisfaits par rapport à ce qu'ils fabriquent dans le quotidien. Pour aller plus loin, maintenant, je vais passer la parole à Pascal, qui va nous expliquer, finalement, au départ, on démarre par quelque chose, comment, en fait, on construit un assistant. Pascal, tu as la parole. Oui, donc rebonjour. Donc, pour concevoir un assistant virtuel, évidemment, il y a plusieurs étapes. Et donc, il ne faut évidemment pas mettre la charrue avant les bœufs. La charrue avant les bœufs, pour vous donner un ordre d'idée, c'est s'occuper d'abord d'imaginer d'avoir la voix. Il ne faut pas s'intéresser à la voix du robot au départ. Il faut penser d'abord au pain point principal que vous voulez résoudre, que l'entreprise souhaite résoudre, et donc définir un périmètre. Et déjà, la notion de périmètre est très importante, parce que l'objectif n'est pas d'aller résoudre tout de suite quelque chose à 360 degrés, mais au contraire d'aller se focaliser sur une zone, un point précis, qui est un point important que les conseillers vont rencontrer au quotidien. Donc le périmètre est vraiment la première
choses qu'il faut vraiment définir quand on veut faire un assistant virtuel. La deuxième chose qui est importante, en fait, c'est qu'il va falloir aussi préparer les métiers à ces changements. Donc, il va falloir faire de l'accompagnement. C'est important d'accompagner les équipes, puisque parfois, quand vous arrivez, ils vont se dire « Ah, les assistants virtuels, il y a aussi cette peur. » Donc, très vite, il va falloir dédramatiser, leur montrer comment ça fonctionne, et donc très vite, leur mettre des usages, leur expliquer comment ça fonctionne, et mettre des exemples pratiques pour qu'ils puissent se rendre compte de l'intérêt d'avoir des assistants virtuels au sein de leur entreprise, au sein des métiers, pour pouvoir avancer. Je reviens encore une fois sur les pain points. Vous en avez énormément, il y en a énormément dans les entreprises, dans d'autres métiers. C'est surtout des choses qui se répètent de manière très régulière. Vous devez faire des relances d'appels, par exemple, ou des appels qui sont toujours classiquement les mêmes. L'objectif, justement, c'est d'essayer de les automatiser avec un assistant virtuel qui va prendre en main l'ensemble des informations. Faire aussi un bot, comme c'est bien noté ici. Vous avez différents métiers auxquels ça touche. Donc, en fait, l'important aussi, c'est d'avoir différentes personnes de différents corps de métier qui vont pouvoir aussi intervenir, puisqu'en fait, un assistant virtuel ne se construit pas dans un coin. Ça entraîne souvent une mutation dans l'entreprise, une augmentation de l'entreprise, puisqu'en fait, vous allez avoir des flux qui vont être dans différents sens, avec des nouvelles informations qui vont permettre d'améliorer les flux d'entreprise par rapport justement à la notion de statistique qui nous est souvent demandée, puisqu'en fait, les gens veulent savoir en fait qu'est-ce qui se passe quand l'assistant virtuel répond. Ils veulent savoir déjà, si ça se passe bien, et de connaître les directions qui sont prises par les gens qui discutent avec les assistants virtuels. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'avoir des statistiques qui sont mises à disposition pour pouvoir bien répondre aux assistants, bien répondre aux personnes, en fait, en général. Voilà. Donc, je reviens aussi sur... Oui. Oui, voilà, je profitais de ce que tu viens de lancer parce qu'on essaiera de faire une sorte de table ronde avec la participation, avec évidemment les idées que tu as lancées. Et j'aurais aimé m'adresser à Tanguy et à Arnaud avec deux questions. Faisons appel à la slide d'avant sur le marché et la place grandissante des assistants, d'une part. Je veux entendre votre sentiment à chacun d'entre vous. Et ensuite, par rapport à ce que Pascal vient d'évoquer sur la transformation des métiers et les paramètres d'usage et les pain points. Aussi, nous donnez-vous vos visions métiers et avec de personnes qui ont déjà géré ou fait des bots. Arnaud? Oui, il n'y a pas de souci. Bon, alors, effectivement, la voix, c'est excessivement utile. L'intérêt d'un callbot dans une structure médicale, et à plus forte raison un service d'urgence, bien les cas d'usage, il y en a des dizaines. Je vais donner un truc tout simple déjà, c'est l'interruption des tâches. Toute la journée, aux urgences, vous avez des gens qui appellent pour avoir des nouvelles de leurs proches. Et en fait, ces gens-là, ils ont une structure de communication qui est particulière. C'est « Bonjour, je voudrais des nouvelles de ma mère. » Super. Mais qui est votre mère? Et ça, c'est un vrai problème. C'est que il va falloir repréciser au patient, lui redemander quelle est exactement la personne. Et puis, en plus, ça ne va pas tomber sur la bonne personne. C'est classique, c'est jamais le bon médecin qui va décrocher ou la bonne infirmière qui est concernée par ce patient. Donc, l'intérêt de ces callbots, c'est justement déjà de faire un premier filtrage du bon patient. Ça permet aussi de dispatcher les appels correctement. On avait imaginé un cas d'usage sur le laboratoire. Le laboratoire, il a deux appels dans un service, soit parce qu'il y a un problème de prélèvement, soit parce qu'il y a un problème de résultat. Le problème de prélèvement, ça concerne l'infirmier. Le problème de résultat, ça concerne le médecin. Et bien, avec le callbot, on va pouvoir le dispatcher au bon appelant. Et après, on peut imaginer toute une sorte de système, puisque, alors là, je l'ai vu récemment, peu de temps avant ce meeting, mais maintenant, on commence à mettre en place des biomarqueurs vocaux. C'est-à-dire que le callbot, non seulement il va répondre à un besoin du patient, mais en plus, il va être capable de faire un premier diagnostic sur certaines pathologies, notamment des pathologies respiratoires, et d'évaluer la gravité du patient. Donc, voilà, le callbot, ça a tout un avenir dans la médecine.
Et puis, ça ne se limite pas juste à l'interaction patient, ça peut aussi faire des choses supplémentaires en termes même de médecine. Alors, pour rebondir, merci. Je rebondis, si tu veux bien, Katia. Dans le domaine de l'assurance, somme toute, la problématique est un petit peu différente. Alors, la première chose qu'on pouvait se dire, c'est, je pense, il y a quelques années, on entendait, mais non, il faut rien faire sur la voie. Les centres d'appel, c'est fini. Demain, tout le monde ira sur son espace client ou contactera par les moyens digitaux. Ce n'est pas dit que chez nous. J'ai participé hier à une conférence où c'était un Portugais qui partageait ce même témoignage. Force est de constater que la voie continue. Je pense que nous sommes dans des métiers, dans le métier de l'assurance, puis en particulier dans l'assurance de personnes, où on n'interagit pas régulièrement. Je veux dire, on va beaucoup plus sur son application mobile bancaire qu'on irait sur que l'on contacte sa mutuelle ou qu'on irait sur une application sur la santé ou autre. Donc, on a une image et on a une fréquence d'usage qui fait que le téléphone reste le premier réflexe. Et donc, la voix est importante. Et la voix reste importante pour nous. Voilà. Alors, pour nous, la voix avec les bots et la voix automatisée, c'est le premier usage qui sont un meilleur routage vers le bon destinataire. Donc, c'est du SVI vocal véritablement amélioré. Et ça peut être important parce qu'on est dans un environnement qui peut être assez complexe. Et puis, ça ouvre demain peut-être la perspective à des choses plus importantes, de réponses automatisées ou de commandes de documents, qui sont aussi des choses qu'on est en train de regarder là pour essayer d'avoir une réponse de bout en bout de façon automatisée pour nos clients. Merci à tous les deux pour cette première intervention. Je me permets de repasser la parole à Pascal. Justement, Pascal, j'aimerais que tu nous expliques justement ce flow d'interaction, parce qu'on va essayer de rentrer un peu dans le vif du sujet sur les briques technologiques qui constituent une interaction à la voix et au téléphone, par exemple. Qui est constitué de quelles briques, speech to text, NLA, NLP, comment en fait ces briques s'intercomposent et interagissent ensemble? Oui, donc en fait, c'est vraiment essentiel, c'est vraiment important de maîtriser les services de speech to text, puisqu'en fait, c'est par là où va arriver l'ensemble des informations. Et en même temps, de l'autre côté aussi, d'avoir un outil en fait de compréhension du langage qui doit aussi comprendre le speech to text, puisque en fait le speech to text n'arrive pas forcément de qualité. On n'arrive pas sur du 100% aujourd'hui. On est plutôt sur entre 92, 95, voire 96% de compréhension. Donc l'objectif, c'est de maîtriser l'ensemble des briques, on va dire maîtriser des briques de bout en bout, du point A au point Z, jusqu'au moment où la personne raccroche. Et même quand la personne va raccrocher, il y a peut-être même des nouvelles actions qui vont s'enchaîner par la suite. Donc, c'est vraiment en amont même de l'appel, on peut imaginer qu'il y a déjà des premiers travaux qui peuvent être faits au moment où la personne va décrocher son combiné. Donc, cela va effectivement avoir une influence qui est très, très forte sur la qualité du rendu et la performance du robot. Donc, on va pouvoir ajuster les entraînements pour qu'on puisse les améliorer en fonction des cas d'usage qui sont présentés. Alors, nous, au niveau de Talker, évidemment, on a une plateforme qui est, alors je dis bien, ça s'appelle du no-code. No-code, ça veut dire qu'il n'y a pas de... c'est pas du low-code, on entend souvent parler du low-code. La différence, c'est que nous, c'est-à-dire qu'il faut être agnostique, on s'adresse directement au métier. On n'est pas dans une boîte noire, c'est-à-dire qu'un métier doit pouvoir lui-même modifier son texte, modifier ce que va dire le robot, modifier toutes les informations, et cela le plus rapidement possible, voire quasiment en temps réel. Voilà. Donc l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui permet d'avoir de bout en bout, d'une conception jusqu'à un suivi, une facilité pour les métiers. Si je comprends bien, donc en fait, une seule interaction est constituée de la brique de reconnaissance de la parole, ensuite le traitement de langage et en tout cas de la compréhension de ce que la personne a dit, de l'utilisateur. Par la suite, on va le traiter, nous, dans cet outil de compréhension et de gestion de l'interaction. On va le passer à la vocalisation pour qu'on puisse répondre à l'utilisateur qui nous a posé la question. Et tout ça, c'est une seule interaction.
Aujourd'hui, chez Talker, on fait combien d'interactions quelle est le plus longue conversation téléphonique qu'on a eue, par exemple? Je réponds. Vas-y. Ça peut varier puisqu'en fait, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on demande au bot de faire. S'il y a s'il y a des récoltes d'informations, on peut aller facilement jusqu'à une dizaine d'interactions juste pour avoir les différentes précisions pour que le bot puisse répondre correctement. Si, par exemple, il s'agit d'une recherche de référence ou d'une information, d'un renseignement sur un article, là, à ce moment-là, ouais, on peut aller facilement jusqu'à une dizaine d'interactions. Mais ça va vraiment dépendre de la nature du bot. Oui, je me rappelle d'un bot, en tout cas, qui recueillait les habitudes d'achat d'utilisateurs, et je me rappelle avoir même être monté jusqu'à 5 minutes, parce que pour faire un conseil d'un produit, il faut bien d'abord poser des questions, comprendre ce qu'on nous a dit, et faire un conseil sur un produit, par exemple, si sur un parcours au début, évidemment, parce qu'un robot, il est susceptible d'être conseillé aussi bien sur l'avant-vente que sur la suite des événements, c'est-à-dire la pré-vente. Patrice, je vais te passer peut-être la parole pour expliquer. On voulait, après cette explication des briques technologiques, vous faire 2 démos sur 2 cas d'usage. Peut-être, Patrice, expliquer le premier avant de lancer que je lance l'appel en tout cas. Alors, cette démonstration c'est en fait un extrait d'une conversation qui est en prod. Donc avec Wellco en fait est une plateforme relais, où en fait le particulier devient, on va dire, le point relais pour des livraisons de colis. Il arrive parfois que c'est encore pas bien connu comme système, donc il y a parfois des clients qui vont appeler simplement pour savoir comment on fait pour récupérer un colis, etc. L'extrait, il y a un moment donné, j'ai été obligé de biper parce que il y a un numéro de téléphone, et que donc du coup c'était une info un peu personnelle. Mais vous allez voir simplement, alors dans les 2 cas d'usage, le premier, on voit que les gens, ils ont un petit peu ce réflexe de s'adapter aux robots. Ils font pas des vraies conversations. Donc, en fait, il y a toute une complexité entre comprendre une phrase. En fait, plus on fait une phrase complète et plus le robot est capable d'ajuster sa réponse et de donner la meilleure des réponses. Mais il faut savoir qu'on essaye de s'adapter à toutes les conversations, que ça soit aussi bien les accents, que ça soit les phrases courtes. Donc, ce qui est intéressant sur cette démonstration, c'est surtout voir un petit peu l'interaction entre le robot et une personne qui n'est pas forcément habituée à ce genre de système. Ok, donc je vais faire la manip juste parce que je dois d'abord charger l'autre média. Donc peut-être ça va prendre 30 secondes, histoire que je vous trouve la bonne, évidemment. Tac, tac, voyons si ça fonctionne. Bonjour, je suis l'assistant virtuel de Wellco, la première plateforme de récupération de colis entre voisins. Vous êtes un Welker? Vous êtes destinataire ou expéditeur d'un colis? Ou vous souhaitez des informations sur Wellco? Destinataire. Très bien. Quelle est votre demande? Récupération de colis. Rendez-vous sur notre site wellco.io. Onglet Suivi. En haut, munissez-vous de votre numéro de suivi. Prenez rapidement contact avec votre Welker pour définir d'un moment pour réceptionner votre colis. Si vous ne trouvez pas d'informations sur le lien de suivi, rendez-vous sur le site du transporteur que vous avez sélectionné au moment de la livraison pour trouver les horaires et le téléphone du particulier qui a réceptionné votre colis. Et surtout, n'oubliez pas votre pièce d'identité. Voulez-vous recevoir le lien vers notre page suivi colis? Oui. Je vous l'envoie sur le 06
Oui. L'envoi par SMS vient d'être effectué. Souhaitez-vous faire une nouvelle demande? Si oui, Non. je vous écoute. Non. Je vous remercie pour votre appel. Et vous souhaite une agréable journée. Voilà, donc en fait, si vous regardez bien, la conversation est plutôt fluide. Les renseignements qui sont donnés sont ceux qui sont attendus. Et surtout, on a pu réaliser une action derrière. Alors, ça peut être l'envoi d'un mail. Bonjour monsieur. Je suis l'assistant virtuel de la société d'assurance. Par mesure de sécurité, merci de me communiquer votre code d'authentification à 4 chiffres. Je vous écoute. 1971. Parfait. Vous êtes bien identifié. Votre numéro d'adhérent est le 012345. Quel sujet souhaitez-vous aborder? Je souhaiterais racheter mon contrat obsèque. À tout moment, vous pouvez demander le rachat total de votre adhésion. Pour cela, vous devez nous adresser la demande par lettre recommandée avec avis de réception au service de gestion prévoyance de Sogefi. Souhaitez-vous me poser une autre question ou souhaitez-vous être transféré vers un communicant? À quelle adresse dois-je envoyer le recommandé? Service de gestion prévoyance de Sogefi. La démo est terminée. Donc là, vous voyez deux cas. Un où la conversation est un peu plus complète, mais les réponses sont toujours, extrêmement précises. Et en fait, on voit qu'il y a des actions derrière. C'est-à-dire qu'en fait, le bot, il est capable de gérer une conversation vraiment complètement, de A jusqu'à Z, en terminant soit par le transfert vers un collaborateur humain si jamais il ne trouve pas la réponse, si jamais c'est une question complexe, ou si jamais la question en elle-même nécessite un transfert vers un N+1. Ce qui est important là, c'est que l'humain devient vraiment le N+1. Il devient le référent et en fait, l'assistant fait son rôle justement d'assistant, c'est-à-dire qu'en fait, il prépare les conversations, les redirige si besoin, et est capable déjà de gérer quelques petites actions telles qu'envoyer un SMS, envoyer un mail, aussi bien à l'appelant qu'aux collaborateurs. Voilà, j'ai trouvé ces deux cas assez intéressants parce que l'assistant est capable vraiment de gérer de A jusqu'à Z une situation. Merci Patrice. Peut-être c'est l'occasion aussi de poser la question. Moi, j'ai quand même quelques pistes de réponse, mais pour nos amis du métier, vous, quelles sont de votre point de vue, en tout cas, les contraintes que vous rencontrez du point de vue du métier quand on conçoit un robot, par exemple, pour créer vraiment des interactions, en tout cas une conversation fluide. Voilà, selon les cas d'usage. D'abord, Tanguy n'aura pas les mêmes cas d'usage qu'Arnaud, parce qu'avec Arnaud, il pourra expliquer les cas d'usage qu'on aura pu travailler ensemble. Mais Tanguy, peut-être tu démarres, puisqu'on parlait d'assurance dernièrement. Oui, tout à fait. C'est intéressant ce cas présenté, très intéressant. Alors, on arrive à faire des choses. C'est vrai que les premières choses à lever, c'est qu'on est dans un environnement complexe, c'est l'interaction avec le système d'information. Qui chez nous était quelque chose qui n'est pas facile à gérer. Et donc, pour se permettre d'avancer, de faire un premier pas, on a aujourd'hui pris la politique. Alors, à la fois, c'est une contrainte et puis c'est aussi un choix, la politique de positionner nos bots comme étant des bots qui sont informatifs, pédagogiques. Donc, on ne va pas jusqu'à la réponse individuelle, comme on vient de voir là dans l'exemple de tout à l'heure. Voilà. Alors, à la fois par choix, parce que s'il y a une réponse individuelle, on invite plutôt à aller dans l'espace client. Et donc, on va expliquer comment aller dans l'espace client et là être pédagogique. Et à la fois aussi, parfois d'un point de vue pragmatique, pour pouvoir démarrer une expérience et pouvoir rapidement délivrer une valeur ajoutée au client. On sait que l'intégration au système d'information est souvent chez nous une étape qui est une étape complexe. Mais attention, on peut vraiment déjà faire beaucoup de choses tout en restant dans une conversation de type informative pédagogique. C'est pas minimaliste pour autant, bien loin de là. Merci Tanguy. Arnaud?
Alors, oui, sur les cas d'usage, c'est parfois excessivement complexe. Alors, un des facteurs limitants qu'on a sur la médecine, c'est que on peut avoir des gens de toute nationalité avec tous les accents possibles. Et ça, c'est parfois compliqué, surtout pour des noms qui sont parfois un peu complexes à comprendre. Enfin, déjà, pour un humain, on peut imaginer que pour un callbot, ça puisse être complexe. Après, en cas d'usage, voilà, vraiment sur la médecine, c'est un outil qui va servir autant à recevoir des appels qu'à en émettre. Hein. Par exemple, un des cas d'usage qu'on a évoqué sur mon service, c'est en fait, quand vous faites un prélèvement d'urine, il va falloir 4 à 5 jours pour que ça pousse. Et à ce moment-là, il y a un médecin qui va vous appeler pour donner le résultat. Et bien ça, c'est l'exemple type de tâche qui peut être automatisée grâce au callbot. Et quand le patient demande qu'est-ce qu'il en fait, le callbot le réoriente vers son médecin généraliste ou lui dit que selon le scénario, que l'examen d'urine est stérile et que donc il n'y a pas d'autres soucis. Voilà. Donc du coup, ça permet vraiment d'éliminer, d'éviter la perte de temps au niveau médical et en termes de coût, le callbot reste très inférieur au coût d'un médecin. Et ce, avec toutes les sécurités nécessaires. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, lorsqu'on a besoin de transmettre ce genre d'informations, bien évidemment, on s'assure que la personne, on a la bonne personne en face, afin de ne pas transmettre des informations à qui que ce soit, enfin à des personnes autres. Donc, il y a toujours des niveaux de sécurité, que ça soit par un code quelconque. Mais bon, voilà, moi, j'insiste sur la sécurité de la transmission de l'info. Et c'est vrai que vous avez un peu anticipé ce webinaire parce que ces questions étaient prévues effectivement, mais vous les avez déjà évoquées avec Tanguy qui parlait de connexion SI et outils. Peut-être ici, Pascal, si tu pourrais prendre la suite pour justement expliquer, avant de revenir sur les briques importantes quand même, parce qu'on est quand même en webinaire sur la voix et l'IA, mais et même si ces briques technologiques qui sont aussi quelque part sont des services cloud ou pas. Donc, c'est l'importance de l'hébergement, des solutions, des services, la connexion ici, s'il te plaît. Oui, j'ai commencé déjà par la sécurité, puisque c'est un sujet qui sera de plus en plus récurrent dans le futur, puisque les personnes vont vouloir des informations de plus en plus personnelles. Donc là-dessus, on est obligé de mettre des différents types d'authentification. Donc évidemment, de l'OTP, du SMS, même toucher une application pour valider que c'est bien la personne. C'est une partie. Vous avez la biométrie vocale. On a fait notre premier test là, depuis janvier en biométrie vocale. Les tests sont plutôt très intéressants. On est sur des taux de scoring qui sont au-delà de 95%. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut identifier si c'est bien la bonne personne qui parle. Donc ça aussi, ça va être intéressant pour les assurances et les banques dans le futur. Et évidemment, comme disait Tanguy, il faudrait pouvoir se connecter au SI. Donc là, il y a plein d'autres problématiques qui se posent sur le chiffrement des données. Ce n'est pas ça qui est problématique. Là, c'est plus problème métier, etc. Donc ça, on peut en venir. La sécurité, elle vient aussi par rapport au type d'hébergement, puisqu'aujourd'hui, Talker, c'est une version de SaaS, mais on a des versions premise pour certains de nos clients. On a des versions qui sont même déconnectées de tout environnement Internet, plutôt pour des parties, on va dire, un peu plus complexes, comme pour un Naval Group, par exemple. Donc là, il va falloir choisir en fonction de la volumétrie, choisir la bonne file, quoi, le bon type d'hébergement. Connexion ici, c'est plus ou moins complexe, on le voit aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile, puisqu'en fait, de plus en plus d'entreprises utilisent du JSON, donc là, forcément, se connecter avec des API devient relativement plus évident. Alors évidemment, le fait que ce soit plus évident, c'est très bien, mais ça va donc complexifier les scénarios derrière, puisqu'en fait, on va pouvoir justement interagir et remplir des outils à la volée dans des outils CRM des clients, et c'est vraiment extrêmement pratique. Traitement des données, évidemment, ça revient au même sujet. Vous avez du contenu qui est au-delà des métiers, mais qui s'intéresse, enfin, qui est connecté au SI, donc à des informations sur les personnes. Donc forcément, il y a le traitement des données. Il faut savoir où elles sont stockées, comment elles transversent par nos outils. Quand on utilise de la voix, on peut utiliser des speech to text qui sont français. Il y en a évidemment plein sur le marché. C'est pas forcément eux qu'il faut utiliser dans toutes les conversations.
parce qu'en fait, un speech-to-text peut être très entraîné sur un modèle, mais pas forcément sur un autre. Donc, l'intérêt du Voice Lab, il est là, évidemment. C'est que le Voice Lab va proposer différents types de speech-to-text, et donc, on va pouvoir utiliser dans une même conversation deux speech-to-text différents, et on l'a déjà fait, et on pense que c'est vraiment aujourd'hui la seule solution pour avoir une conversation de bout en bout qui tienne la route d'un point de vue compréhension, puisqu'en fait, en usant qu'un speech-to-text, il ne va pas être tellement, on va dire que par exemple, la reconnaissance des prénoms marche très très bien sur certains speech-to-text, mais pour prendre un exemple, si vous donnez un speech-to-text avec une solution américaine, par exemple, et vous dites Samira, il va vous écrire un Samira, S-A-M-I-R-A. Non, pas du tout, il va vous écrire Samira comme Samira, mais pas le prénom. Donc, vous voyez qu'en fait, en fonction du speech-to-text, on va être obligé de faire des choix. Les canaux qui sont ici, pour l'instant, on parle de la voix. Donc, la voix, c'est beaucoup le téléphone. Dans le futur, on pense au niveau de Talker qu'on reviendra aussi sur les canaux type Alexa et Google et d'autres voice bots qui arriveront sur le marché. Pour l'instant, le marché, à notre avis, il n'est pas encore mature. Il est loin d'être mature, contrairement à certains pays comme les États-Unis. Les langues, je reviens plus, comme disait Patrice tout à l'heure, la difficulté des langues, c'est plutôt la difficulté des accents. Aujourd'hui, il y a énormément de speech-to-text avec énormément de langues. Donc, la problématique n'est pas dans la langue. La problématique est réellement sur de l'accent, puisque vous avez même des accents du sud de la France qui sont parfois pas forcément 100% et d'ailleurs, par rapport à ça, parce que oui. D'ailleurs, par rapport à ça, j'aimerais bien voir votre avis. Comment aujourd'hui, justement, parce que je reviens sur le thème principal, comment concevoir des assistants qui sont performants. Donc, quand on a la brique le speech to text, quand tu as la brique de la compréhension de ce qui est dit, pour opérer et pour répondre, et quand tu as la complexité que dans la même phrase, tu as à la fois le speech to text, mais tu as double ou triple intention. Comment toi, en tant que spécialiste, comment tu as cette vision, comment gérer cette complexité pour créer justement plusieurs interactions qui sont aussi rattachées à un contexte, pour faire en sorte que ça fonctionne bien dans une conversation globale qui puisse satisfaire l'utilisateur final. Est-ce que vous m'avez entendu quand je parlais? Oui, oui. C'était une question que je m'adressais à Pascal. Ah, je crois que tu t'adressais à quelqu'un d'autre. Non, Pascal. Patrice, si tu veux peut-être répondre à ma place, là, tu as peut-être une idée. De toute façon, obligatoirement, il y a de l'entraînement et ça, c'est vraiment primordial. Un bot, effectivement, il s'entraîne, on est obligé de l'entraîner. Et là, de toute façon, typiquement, Welco, il y a énormément de personnes avec des forts accents, hein, même un accent anglais ou italien, africain, tout ça est parfois assez difficile à comprendre, mais c'est vraiment, voilà, le robot, il est entraîné à comprendre à comprendre certains mots et nous derrière, voilà, on enrichit en fait un peu son vocabulaire. Donc, ok. Moi, j'étais plus dans l'idée que vous m'expliquiez comment vous gérez les doubles intentions et triples intentions dans Talker, mais apparemment, personne ne veut vendre à la sauce secrète. C'est ça? Est-ce que si j'entends? Non, mais, oui, non, mais les doubles intentions, on en voit certaines, mais c'est plutôt, globalement, c'est assez rare. Tout dépend déjà de l'entraînement en amont. Okay. Parce qu'en fait, forcément, si c'est mal entraîné en amont, on ne va pas bien comprendre les doubles intentions. Parfois, en fait, le problématique, elle n'est pas dans la double intention, elle est dans les problématiques qui est très différente. C'est que les personnes ne répondent pas aux questions du robot ou aux phrases du robot. C'est qu'ils partent dans une idée précise et donc, ils ne vont pas écouter la fin de ce que va dire le robot et partir directement. Là, j'ai un cas, par exemple, vous devez faire un choix entre A et B et les personnes rentrent directement dans le choix de A, mais vont directement dire voilà, j'ai besoin de cette information, etc. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elles n'ont même pas écouté le choix A ou le choix B, c'est qu'elles sont déjà dans le sous-choix du A ou du B, etc.
Donc, c'est un problème plus déjà de scénarisation pour affiner et éviter d'avoir ces problèmes de double intention. Évidemment, quand on a des doubles intentions, forcément, il faut arriver à répondre et donc il faut faire des sortes de digressions pour répondre à la première partie. Patrice, il le sait bien parce qu'on en a refait encore une belle la semaine dernière. Et donc, on va répondre aux différentes digressions en disant « Attendez, je vais vous répondre déjà à la première phrase et ensuite, je vous répondrai à la seconde phrase par la suite, etc. » Donc, on va essayer de décliner en deux parties, si c'est légitime. Voilà. Justement, tu me tends la perche, je la prends. Ouais. Sur la fabrication maintenant de l'assistant, on va revenir quand même sur les briques techno, mais maintenant dans la conception lui-même, dans le flow d'interaction, workflow, comment voilà, Patrice pourra nous donner, voilà, tout est mis quand même devant vos yeux. Il y a les dialogues, il y a les FAQ, les workflows, les API et d'autres questions évidemment, mais Patrice, comment tu fais? Alors, effectivement, en fait, on commence déjà par définir le scénario. Alors, pour ça, on a vraiment besoin d'être aidé par quelqu'un du métier, hein, puisque c'est lui qui maîtrise en général les conversations que les interlocuteurs, les appelants, ont l'habitude de faire. Les FAQ, de toute façon, c'est un jeu de questions-réponses. Et puis, alors, dans les FAQ, là où il faut faire attention, c'est que des questions peuvent être posées de façon différente, c'est-à-dire pas avec les mêmes mots, mais voilà, ça veut dire ça a exactement les mêmes intentions. Et c'est de là où on est obligé de faire aussi attention et d'entraîner le robot, simplement pour faire en sorte que toutes les différentes façons de s'exprimer soient bien comprises par le robot et qu'il puisse pinguer sur la bonne réponse. Au niveau des API, moi j'utilise énormément d'API, que ce soit pour, dans le cas par exemple de reconnaître un appelant, ça peut être chercher un numéro de téléphone, chercher un timbre de voix, chercher simplement une information. Par exemple, ça peut être rechercher un lieu. Il y a des choses qui sont assez faciles simplement par le code postal. Et après, il existe plein d'API propres ou libres de droit sur lesquels on peut aller chercher des informations. Mais les API, c'est vraiment quelque chose aussi très, très important pour la conception d'un bot. Mais ce qui est le plus important avant tout, c'est vraiment le métier. Assez difficile de faire un bot si on ne maîtrise pas le métier. Voilà. Merci Patrice. Justement, Tanguy, Arnaud, par rapport à la conception d'un assistant, peut-être d'abord maintenant à Arnaud, quand tu as conçu le bot celui qui redirige vers les bonnes personnes dans le service d'urgence. Qu'est-ce que tu as retenu, en tout cas, qu'est-ce qui t'a surpris déjà et qu'est-ce que tu as retenu comme point important par rapport à ta compréhension initiale? Ce qui m'a surpris, c'est la fluidité du système. Ça marche vraiment tout seul. Ça reconnaît à peu près… on n'a pas vu beaucoup d'accents qui bloquaient sur le système. C'est vraiment simple d'utilisation. Après, la méfiance, mais ça, c'est lié surtout à notre métier, c'est d'éviter, si on travaille avec notamment des soignants, c'est de faire attention au jargon médical parce que, voilà, on va avoir un parler qui va être complètement différent et on va demander aux gens des questions qui ne vont pas être capables parfois de comprendre. Donc, il va vraiment falloir avoir quelqu'un qui soit chargé de la traduction médicale, entre guillemets, de vérifier que tous les termes sont facilement compréhensibles par le commun des mortels. C'est la principale limite que j'ai rencontrée. Sinon, le reste, ça marche vraiment de façon très fluide. Katia, c'est à ton tour. Peut-être Tanguy, du coup.
Oui, merci. Pardon, oui, voilà, Non, non, pas de souci. Alors oui, nous, quand on a pas mal évolué, hein. Ça fait 3-4 ans qu'on a commencé avec de l'écrit, puis maintenant on est sur la voix. Donc on a pas mal évolué dans notre façon de faire. Donc dans un premier temps, on définit le cas d'usage. Bien entendu, c'est vrai que ça c'est important. Les dernières fois, ce qu'on a fait, c'est que et je rebondis par exemple sur l'exemple qu'a donné Arnaud sur les termes médicaux. On a vraiment travaillé avec le métier à un tel point qu'on a pris on a un peu considéré comme si que le callbot était le membre d'une équipe. Voilà. Et donc, on va prendre son manager. On va dire au manager, qu'est-ce que tu veux que tes autres collaborateurs, ils parlent comment? Ton callbot, il va parler de la même façon. C'est-à-dire que pour nous, le callbot, c'est vraiment une vitrine de l'entreprise. Et dans la diapo là qui est présentée, moi, j'aime bien le terme incarnation. C'était vraiment la première question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'il doit incarner comme image? Et donc, on a été au préalable de tout développement technique, hein, on a commencé par définir finalement un persona de notre bot en disant il faut que quand quelqu'un échange avec ce callbot, il ait l'impression d'échanger avec, nous on avait choisi d'échanger avec une femme qui avait plutôt 35 ans, qui était voilà, qui avait de la compréhension, mais qui voulait assez rapidement arriver au résultat néanmoins, parce qu'en face, on avait défini le persona client. Et ça, de nouveau, c'est chaque fois le métier qui nous le définit en disant la personne en face qui va interagir est quelqu'un, soit on peut définir l'âge, la catégorie socio-professionnelle, etc., mais qui, par exemple, là, on s'adressait à plutôt des experts comptables, donc qui a l'habitude d'être au téléphone avec des mutuelles, des assurances, de faire des choix 1, 2, 3, 4, il n'y a pas de souci pourvu que ça avance à chaque fois. Voilà, ce qui était important. Et donc, on a commencé par concevoir un peu les attendus, j'allais dire presque psychologique, la façon de se comporter de façon à pouvoir être en phase. Et ça nous sert de fil rouge. Maintenant, à chaque choix que l'on fait, même d'évolution du wording, par exemple, on se dit, est-ce qu'on reste toujours en phase avec quelqu'un qui représente ça? Voilà un peu. Parfait, merci Tanguy. C'est vrai qu'on est reparti en avant de la conception et j'avais comme idée, mais ça c'est aussi la discussion autour des assistants, hein, c'est pas statique. Comme les assistants, ils ne sont jamais statiques, hein, on est d'accord que c'est le seul programme qui évolue même chaque seconde de sa vie, avec l'utilisation par les utilisateurs et avec l'avis de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas un logiciel gravé dans le marbre avec les quatre par exemple, champs qui sont déjà conçus et ils sont remplis, etc. Donc, c'est vrai que aussi notre conversation a un peu évolué d'une manière aussi dynamique. C'est vrai qu'habituellement, les webinaires du Voice Lab étaient centrés autour de la voix, assez technique. Et je sais que dans notre audience, c'est plutôt des personnes qui sont, ils travaillent vraiment sur les modèles d'entraînement, aussi bien de côté de speech to text, aussi bien sur la NLU et NLP. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un webinaire qui est un peu plus métier parce qu'il est aujourd'hui, un autre sens, un talker en tout cas, et depuis toujours, on était aussi convaincus que les assistants doivent être en main des métiers. Et pour rendre ces assistants en main des métiers, c'est-à-dire de pouvoir ajouter des contenus, changer les conversations et les dialogues, il faut que aussi les outils qui les fabriquent soient aussi faciles, évidemment no code parce qu'on dit ça comme ça, mais aussi facile pour quelqu'un qui n'a pas d'expertise technique d'aller concevoir un assistant où en fait tous ces briques-là, ils sont déjà par défaut quelque part, on ne les voit pas, on fait que travailler, on va dire en surface, mais en fait les techniciens, les développeurs, les data scientists et nos experts ont travaillé en amont pour faire en sorte que et les modèles d'entraînement soient mis à disposition dans des, par exemple, moteurs préentraînés comme chez Talker ou déjà connectés avec 2-3 speech to text, etc. Donc finalement, ce webinaire est peut-être frustrant pour qui sont très tech, mais à notre sens, il avait besoin d'être fait pour comprendre aussi qu'un speech to text n'est pas tout seul quand on conçoit un assistant, parce qu'un speech to text tout seul ne fait pas toutes les interactions, évidemment.
et vice-versa. C'est pas parce qu'on comprend une expression humaine, ça y est, que tout est dit et la conversation est faite. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on voulait insister sur les différentes briques que vous connaissez. Certains ne les connaissent pas. Mais comment on fait que ça fonctionne bien, en fait, finalement? Je ne sais pas si, Pascal, tu as quand même deux, trois tips supplémentaires, en tout cas sur la partie… tu as déjà évoqué tout à l'heure, je me souviens, la partie agnostique, c'est-à-dire que tu vas chercher des speech to text qui te conviennent, en fait, en fonction du cas d'usage. Après, NLP, NLU, c'est Talker qui fait un petit peu ça. Donc, comment aussi vous avez travaillé le moteur de compréhension? Peut-être nous donner deux trois… Nous, on pense que dans le futur, il y aura de plus en plus de FAQ qui sont prêtes à l'emploi, que ce soit chez nous ou chez nos confrères. On n'aura jamais exactement les réponses, il faudra toujours retravailler les réponses. Le NLU, il a de beaux jours devant lui pour être amélioré de plus en plus, puisqu'en fait, l'objectif, c'est d'améliorer la compréhension des phrases, mais ce qui va sûrement changer dans le futur, nous, on le voit en interne, c'est que les scénarios qui étaient très basiques il y a encore à peu près 3-4 ans, aujourd'hui, deviennent de plus en plus complexes pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, on était là, quelqu'un appelait pour demander oui, bonjour, je voudrais connaître les horaires d'ouverture. Et donc, le robot donnait les horaires d'ouverture. Donc, c'est très bien, il a compris les horaires d'ouverture. Mais en fait, c'est pas ce que demandent les gens. C'est pas parce qu'ils veulent les horaires d'ouverture, c'est l'objectif, c'est de savoir quelle est l'intention qui est cachée derrière. Et donc, aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui, depuis déjà quelques temps, on est déjà donc sur cette deuxième approche. C'est-à-dire que vous avez une approche où je dégrossis, évidemment, je donne la première réponse, j'ai l'horaire de l'ouverture. Mais dans un second temps, je vais dire, au lieu de dire merci, au revoir, je vais dire, voilà, quelle est votre demande concrète derrière? Pourquoi vous voulez les horaires d'ouverture? Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'on récupère une manne de contenu qui est colossale, qui va permettre de réouvrir des nouvelles. Tu parlais d'enfoncer des portes. Alors là, on ouvre juste des portes sur des nouveaux scénarios et évidemment encore plus de choses qui ne sont pas forcément complexes, mais qu'il faut construire avec les métiers en commun. Et donc, l'intérêt, c'est d'avoir des outils qui soient de plus en plus performants, qui communiquent entre eux facilement. Et ce n'est pas toujours forcément évident de pouvoir avoir toutes les informations en temps réel. Donc, les outils et les bots sont voués à évoluer, muter. Je pense qu'il y aura des vraies mutations qui iront beaucoup plus loin même que les humains, puisqu'ils sont de plus en plus formés avec de plus en plus de questions. Donc, je pense que même un robot peut avoir plus de réponses qu'un humain sur un sujet bien précis à un instant T. Enfin, il ne faut pas s'étonner qu'en 2030, on aura des robots qui seront vraiment beaucoup plus performants que certains humains. Voilà. Oui, on ne va pas faire peur à tout le monde. Justement, on est sur la partie management. Je fais exprès, évidemment. On est sur la partie, justement, management des assistants. Et je sais que c'est une partie que Arnaud et Tanguy aiment beaucoup. Et évidemment, chez nous également, c'est pour ça que je l'ai mise, parce que finalement, on fait un assistant pour qu'il aide. Évidemment, on adore les humains, sinon on ne ferait pas de robots, n'est-ce pas? Parce que les robots sont là pour, évidemment, nous soulager. Encore une fois, c'est comme si c'est que des vérités qu'on se dit, mais en même temps, on a besoin de le répéter. Les assistants robots sont là, effectivement, pour effectuer un certain nombre de tâches. Donc, il faut aussi, au sein des entreprises, et d'ailleurs, Talker a lancé une formation spécifique pour les métiers pour justement superviser les assistants, pour faire les différents ajustements, etc. Donc, Patrice, toi, chez nous, tu es un des superviseurs en management, mais notre objectif chez Talker n'est pas de gérer les robots de nos clients, en fait, de vos robots, c'est de vous passer la main, donc de vous passer de cette expertise. Donc, qu'est-ce que tu as observé par rapport aux clients qui gèrent déjà leur bot? Comment ça se passe? En fait, déjà, on met une fois que le bot est créé, il est évident que toute la partie FAQ, elle peut être renseignée, elle peut continuer à être renseignée. Je mets aussi des petits outils des fois qui permettent simplement de remonter une information à un superviseur pour informer qu'une réponse,
qu'une conversation s'est pas passée comme on l'entendait dans le scénario principal, ou alors que voilà, il y a des incompréhensions. Donc, il y a énormément de remontée d'informations auprès du superviseur qui peut éventuellement corriger ou améliorer son système, parce que c'est vraiment quelque chose qui est construit de façon très, très facile. Bon, il y a besoin parfois d'une petite formation, mais sans formation, ça reste très, très intuitif, quoi. Justement, Tanguy, je te lance sur ce sujet. On discute déjà depuis au moins 4 ans avec toi sur ça. Alors, tu vois quand même du changement chez vous ou chez tes collègues, confrères de d'autres entreprises, d'autres domaines d'activité? Oui, ben, effectivement, un peu sur le management, le suivi, est-ce que ça fait évoluer les métiers? Oui, on voit des choses qui changent. Alors déjà sur les réseaux sociaux, je lisais dernièrement quelqu'un qui suggérait de créer des postes de responsables, ou qui aspirait à l'apparition de ce poste de responsable solutions conversationnelles dans les entreprises, et je voyais quelqu'un des Pays-Bas qui accédait à ce poste-là. Je pense que c'est quelque chose qui évolue, et c'est quelque chose qui est un peu hybride comme poste, et ça qui est un peu compliqué. Parfois, on me demande, est-ce que ça fait évoluer les métiers? Quel est le profil qu'il faut, par exemple, pour pouvoir suivre un bot? Au début, je pensais qu'il fallait 3 compétences. Une compétence tech, ça rebondit un tout petit peu avec ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que pour suivre un bot, moi, j'ai absolument pas la compétence pour développer une solution de speech to text ou des algorithmes de compréhension du langage naturel. C'est le domaine de mon métier, mais je dois être à même d'interagir et d'échanger avec les personnes qui le développent pour comprendre les possibilités de la solution et, pour moi, construire ma conversation en fonction des atouts de la solution et ne pas être bloqué lorsque je suis dans quelque chose que la solution ne peut pas traiter. Donc, c'est la deuxième dimension. Je pense que celui qui supervise doit surtout avoir une compétence de design conversationnel. C'est pour moi la nouvelle compétence qui est créée par les assistants vocaux ou les assistants conversationnels globalement. C'est ce design conversationnel. Et puis, une troisième dimension qui est une dimension psychologique. On fait une conversation quand même, une conversation avec un humain. On va créer une sorte d'engagement. C'est d'autant plus vrai si on est dans une démarche commerciale ou dans une démarche voilà, où on cherche à être proactif. C'est clair que si vous faites un chatbot qui appelle, il va devoir être dans une dimension d'engagement humain qui est tout à fait différent que si c'est un jour moi le service des impôts que j'appelle. Voilà. Donc il y a ces 3 compétences, mais une fois qu'on a fait ça, je pense on sait mener une conversation, mais on ne sait pas quoi dire. Et la 4e qui est importante, c'est la compétence vocale, la compétence métier, pardon. La compétence métier, ce dont parlait Arnaud tout à l'heure. Et ça, c'est difficile à mixer. Alors nous, un peu, ce à quoi on arrive maintenant, c'est on est quelques-uns à superviser les bots avec une certaine connaissance métier globale, parce qu'on a certains bots chez nous qui traitent de tous les sujets. Donc, on a un background, une culture générale assez poussée sur l'ensemble des métiers qui nous permet d'identifier. Et après, on fait des spots d'interaction avec les experts métiers pour dire, ben voilà, comment tu te dirais cela? Pour toi, quelle est la bonne réponse? Et puis, toi qui connais bien les clients, qui sait comment ils s'expriment, pour toi, quelqu'un qui dit ça, qu'est-ce qu'il voulait dire et comment tu le dirais? Et donc, je vois là le bot master plus aller à l'interaction avec les équipes métiers. On n'arrive pas, nous, de notre côté, à ce que les équipes métiers montent en compétence sur les techniques propres au conversationnel. Là, le gap est encore trop important. Donc, on fait la passerelle, le go-between. Je comprends. Arnaud, je m'adresse également à toi vis-à-vis de cette évolution des métiers. Évidemment, est-ce que tu conçois au sein d'un hôpital ou voilà, d'un établissement de santé des personnes qui supervisent les bots ou comment tu comprends les choses? Oui, il va falloir les superviser parce qu'il va falloir en permanence les faire évoluer. On va avoir besoin de créer des nouvelles fonctionnalités. Même si le système avec Talker est excessivement simple, c'est pas très compliqué de rajouter des questions ou de corriger certaines choses.
ça reste quand même un travail spécialisé. Et puis, ça s'invente pas. Il y a une façon de tourner les questions. Enfin, on peut pas s'improviser gestionnaire de callbot comme ça. Je pense que c'est un vrai métier, au même titre qu'on avait des community managers quand les premiers réseaux sociaux sont apparus. Eh bien, il va falloir un manager de ces callbots pour pouvoir les coordonner et pouvoir les améliorer en plus de leur intelligence artificielle native. Donc, voilà, on va entamer la dernière partie avant les questions. C'était les 2 témoignages. On avait prévu 2 intervenants supplémentaires métiers, un peu complémentaires des présents. Mais voilà, puisqu'ils n'ont pas pu être là parmi nous, ils sont soit à l'étranger, soit en déplacement. Voilà, on va vous faire écouter témoignage de 3 minutes à peu près chacun et ensuite, on entame les questions-réponses. On aura le temps suffisamment pour ça. Attendez, je vais faire une petite gymnastique pour vous partager des vidéos. Donc, tac. Wellco, c'est la première plateforme collaborative de récupération de colis entre voisins. L'objectif est tout simple, c'est faciliter la livraison de vos colis grâce à des particuliers qui jouent le rôle de point relais. Pour être très bref sur les pain points, tout d'abord, Wellco, c'est donc une petite équipe. On n'avait pas forcément de gros moyens et on avait surtout un impératif de temps, car on est en train de scale notre solution. Et voilà, on avait besoin de quelqu'un pour nous aider à faire tout ça. On connaît une croissance assez importante du nombre d'utilisateurs de notre service et l'objectif pour nous, c'était de pouvoir leur apporter de l'aide rapidement au téléphone et directement sur notre plateforme web et mobile. Wellco, c'est une jeune société qui compte 17 collaborateurs et c'était pas envisageable pour nous de s'appuyer sur un gros call center pour répondre aux demandes de nos utilisateurs. Alors, étant donné qu'on n'est pas des spécialistes du service client chez Wellco, voilà, on a cherché une équipe capable de nous accompagner à la fois dans la conception d'un outil qui réponde à nos problématiques et également nous accompagner sur le déploiement de cet outil et tout cela dans un temps record. Donc Talker a réussi finalement à déployer un centre de relations clients hybride et 100% automatisé qui relie l'humain à la technologie d'intelligence artificielle conversationnelle afin de mettre en avant le meilleur des 2 mondes au service de nos utilisateurs. Donc c'est un assistant conversationnel omnicanal présent à la fois sur la partie téléphonique et sur la partie web et tout ça donc a été réalisé par les équipes de Talker en moins de 2 mois. Depuis que la solution est en place, on a pu vraiment mesurer de véritables gains pour l'équipe Wellco. Aujourd'hui, c'est 85% des appels entrants sur le standard téléphonique qui sont résolus par le bot, par le voice bot. Et avec le chatbot présent sur notre web, nous avons presque divisé par 2 les demandes entrantes par écrit. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi Talker ? Tout d'abord, les outils qui nous ont été proposés sont très performants. C'est un véritable gain de temps pour les agents du support qui peuvent se focaliser sur les tâches à forte valeur ajoutée ou résoudre des problématiques plus complexes. La plateforme de gestion, elle est très intuitive. Elle permet donc de modifier simplement le parcours utilisateur du service client. Et c'est particulièrement intuitif, même pour des personnes comme moi qui n'ont pas d'expérience particulière dans l'utilisation de ce genre d'outils. Et le petit plus de Talker, c'est une super équipe, toujours disponible et qui vous accompagne du début à la fin de votre projet, tout en vous conseillant les best practices du support client. Bonjour, je m'appelle Vincent Misrahi, j'ai 48 ans et je suis médecin, plus particulièrement chirurgien urologue, et j'exerce à la clinique Pasteur à Toulouse. Alors, quelle peut être finalement la relation entre un médecin et la technologie vocale ? Alors, cette relation est assez limitée. Tout d'abord, sur le versant du loisir, avec l'utilisation de Siri ou d'Alexa pour une recherche Internet ou pour passer de la musique.
Mais sur le versant professionnel, cette relation est encore plus limitée. Limitée au logiciel de dictée vocale que l'on utilise fréquemment, notamment en consultation ou pour dicter des comptes rendus. Ces logiciels de dictée vocale, finalement, ont eux-mêmes des limites profondes, à savoir qu'ils n'enregistrent exclusivement que ce que vous allez lui dicter. Ils n'enregistrent absolument pas ce qu'aurait pu dire le patient en consultation et qui aurait pu vous échapper à la fin d'une consultation chargée ou un vendredi en fin d'après-midi avant de partir en week-end. Alors, comment se passe une consultation ? Tout le monde est allé chez le médecin. La consultation se passe dans un délai imparti qui peut être de 5 minutes ou d'une demi-heure. Et ces consultations, en fait, sont essentiellement consacrées à l'écoute et à la synthèse des problèmes. Mais également, à une majeure partie, le temps est dédié pour l'utilisation de l'ordinateur, du clavier, de la souris. En fait, tout ce qui est dit doit être tracé pour effectuer un diagnostic le plus précis possible. Et lorsque le patient énumère, par exemple, ses antécédents, eh bien, je défie quiconque à la fin d'une consultation de pouvoir retranscrire, pas mot pour mot, mais en tout cas les grandes lignes, ou un peu dans les détails, l'intégralité de ce qui a été dit. Donc le temps manque. Le temps manque et l'utilisation de l'ordinateur fait que c'est 40% de temps consacré à la saisie des données altère la relation entre le médecin et son patient. Et finalement, c'est avec cette idée venant du terrain, mais également d'un certain agacement, que j'ai approché Katia Lenné et Pascal Lenné de la société Qualis pour mettre au point, finalement, pour essayer en fait, de mettre au point une solution qui permettrait d'enregistrer la conversation médicale, de la retranscrire avec un logiciel d'intelligence artificielle, tout en prenant en compte que c'est un médecin qui parle d'intelligence artificielle, donc c'est jamais très pointu comme définition, en tout cas c'est très vaste et j'utilise peut-être pas les bons mots, mais un logiciel qui pourrait trier les informations. Trier les informations, donc reconnaître les médicaments, en intégrant un programme comme celui du Vidal, qui recueille, en fait, qui recense tous les médicaments en France, mais également des symptômes, maux de tête, céphalée en termes médicaux, et on peut imaginer très bien, dans un futur proche, une autosynthèse avec finalement des propositions de diagnostic qui pourraient être faits en fonction d'un degré de probabilité. Il faut comprendre vraiment que ce logiciel serait capable d'enregistrer les moindres détails qui pourraient échapper à l'oreille du médecin, surtout si celui-ci est fatigué après avoir vu une quarantaine de patients dans la journée. Donc, Katia et Pascal ont créé une équipe pour développer en fait ce projet, ce POC, ce Proof of Concept, qui finalement nous a pris 1 an et demi et qui manifestement a l'air d'être très prometteur car il est capable effectivement d'enregistrer une conversation et de façon encore assez basique de trier des informations pertinentes dans des cases. Car c'est comme ça qu'on fonctionne lorsqu'on interroge un patient. On fonctionne par cases. Antécédents, allergies, symptômes, depuis quand ça a démarré, est-ce que vous avez été opéré, pour formuler en fait une synthèse et aboutir à une probabilité diagnostique. Alors l'objectif d'un tel outil est de redonner cette relation humaine entre le médecin et son patient et de pouvoir tout en sachant que cette conversation, cette consultation sera enregistrée, pouvoir regarder le patient dans les yeux. Aujourd'hui, il y a une perte de contact visuel majeure puisque le médecin fixe sans arrêt son écran et est préoccupé à la saisie de données plutôt qu'à une écoute profonde, à de l'empathie. Et donc, ce dispositif, je l'espère, pourra non seulement améliorer la qualité de relations humaines entre le médecin et son patient, mais également d'améliorer
la qualité, la pertinence des diagnostics. Je vous remercie. Eh bien, je retourne vers vers nos intervenants, vers notre table ronde, en tout cas vers vous. Donc, je remercie évidemment à Vincent et à Rémi partager ces différents témoignages. On a un petit quart d'heure, même plus, 18 minutes pour des questions-réponses. J'ai vu qu'il y a certaines qui sont posées. Consuelo, on peut attaquer déjà les questions-réponses, je trouve, et commencer à répondre. Pascal, il me semble que tu souhaitais répondre vis-à-vis de la question dans un contexte où l'on réclame la sobriété énergétique. Comment gérez-vous la consommation énergétique des algorithmes IA, de vos algorithmes IA? Avez-vous mis en place des mesures pour réduire l'impact environnemental des assistants? Pascal, je te laisse cette question. C'est un sujet qui est rarement mis sur la table, et pourtant je pense qu'il sera de plus en plus important dans le futur. Je pense que les outils qu'on utilise ne sont pas trop gourmands, nous de notre côté, ne sont pas trop gourmands en consommation énergétique, mais il faut bien imaginer que dans le futur, tous les outils seront de plus en plus consommateurs, puisqu'en fait les téléphones sont de plus en plus puissants, et donc la puissance à un moment donné consomme davantage. Donc il y a différents points à essayer de trouver un juste milieu. Donc d'un point de vue déjà des outils qu'on utilise, si je vais chercher un outil comme GPT-3 qui va consommer pas mal de ressources, forcément, est-ce que c'est intéressant? Oui, ça peut être intéressant, mais si j'arrive à faire quelque chose qui est assez similaire, qui répond à mon même besoin, qui ne consomme pas autant, j'ai tout intérêt à essayer de trouver un juste milieu. Donc effectivement, c'est des sujets qui sont importants, et que ça soit dans la voix, dans tous les domaines, évidemment. L'entraînement de la voix, ça consomme énormément de ressources. Donc c'est un sujet, même si aujourd'hui, on essaie de mutualiser les informations, mutualiser la façon dont on fonctionne. Les serveurs sont de plus en plus, les 3/4 des serveurs sont virtuels. Donc forcément, la consommation a beaucoup évolué depuis 20 ans, etc. Mais en même temps, on peut imaginer que c'est beaucoup moins cher par rapport à l'époque. Peut-être que pour certains, ça ne va pas leur parler, mais le coût d'un hébergement entre l'an 2000 et l'an 2022, il a aussi beaucoup baissé. Donc, c'est-à-dire que les technologies aussi s'améliorent, donc pour qu'on trouve des justes milieux, mais je pense qu'il y a sûrement des choses à faire. Vous voyez qu'il y a des nouveaux serveurs qui vont servir de radiateurs justement pour réchauffer des immeubles. Ça peut être des solutions quelque part aussi. Donc, il y a des moyens de trouver des moyens de contournement à trouver et à améliorer au fur et à mesure. Voilà. Il est certain qu'on a une approche, et Talker est les signataires de l'initiative Planète Équerre, qui a été lancée par Numéum et par le ministère de l'écologie il y a maintenant 18 mois, 2 ans. On est signataires. Évidemment, on a une approche par rapport à notre métier, mais n'importe quel métier par ailleurs doit être sensible et sensibilisé par rapport à ça. Donc, je pourrais vous dire oui, à notre niveau, on fait ce qu'on peut faire avec les moyens aussi et les outils dont on dispose. Voilà, mais je pense qu'on est très sensible à la question de la sobriété énergétique. Je vois une autre question. Les contraintes, je veux bien la prendre pour moi, c'est celle-ci. Y a-t-il des contraintes réglementaires sur l'usage de la biométrie vocale? Même si nos amis de WeSpeak, et qui sont des spécialistes de la biométrie, ont déjà fait, je pense, au mois de juin. Oui. Juin, c'était Ouais, juin. Déjà un webinaire là-dessus, et ils sont plus à même à répondre à cette question. Et voilà, je ne vais pas me lancer dans des contrées que je maîtrise moi, mais en tout cas, nous, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, ce que chez Talker, on fait, c'est des tests et d'implémentation, en tout cas, des solutions telles que WeSpeak, pour pouvoir aider au moment où cette technologie, lorsqu'elle aura passé les contraintes, s'ils existent, réglementaires, aussi celles des usages,
nous, on est prêt en tout cas à l'implémenter et l'utiliser lorsqu'en amont, dans une conversation, on peut authentifier une personne par plusieurs niveaux d'authentification, aussi bien biométriques qu'autres, tels qui existent déjà actuellement, 3D pour tout ce qui est paiement bancaire ou autre, en fonction du cas d'usage, évidemment, parce qu'il y a des cas d'usage où on n'a pas besoin d'authentification, d'identification aussi poussée. Mais en tout cas, oui, on se prépare, hein, comme pour chaque chose, comme pour la sobriété écologique. En fait, on fait en fonction de la progression de la technologie et du réglementaire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions maintenant directes du public? On remercie d'ailleurs d'être resté jusqu'à 17h20 le vendredi, avant votre week-end. Oui. Je ne sais pas si… je ne vois pas d'autres questions directes, Katia. Je ne sais pas si vous voulez… Oui. Peut-être un dernier mot de nos invités, en démarrant par Arnaud, ensuite Tanguy. Oui, alors, un mot de clôture peut-être, hein, s'il n'y a pas de questions. Il y a effectivement un potentiel de développement qui est important. Là, mon collègue, le Dr Mizrahi, a un projet qui est quand même tout à fait passionnant. Et je dirais, on peut même encore aller plus loin. Oui, on peut imaginer que le callbot prépare la consultation, appelle le patient quand c'est des patients programmés, appelle le patient avant, lui demande ses antécédents, ses traitements, et prépare la consultation pour le médecin, ce qui fait que quand il voit le médecin il a déjà toutes les informations et n'a plus rien d'autre à faire que de se consacrer à 100% à sa consultation et plus au recueil de ces éléments. Donc le potentiel, il est énorme. Et puis, comme je vous disais au début, le développement des biomarqueurs vocaux qui pour l'instant sont au stade expérimental, mais on pourra simplement avec le callbot avoir l'identification de maladies respiratoires, d'aggravation de maladies. Donc les callbots à terme vont être même capables de pouvoir faire du suivi médical en plus de renseigner les patients. Donc il y a tout un avenir dans cette technologie liée à la voix. Pour ma part, pour rebondir, je rebondirai aussi sur les propos du Dr Mizrahi qui me faisait penser à une citation que j'avais entendue, mais je ne sais plus du tout la source, qui nous disait que la machine était là pour libérer l'homme de sa contrainte technique et lui permettre de développer son intelligence. Je trouvais qu'il illustrait parfaitement ça. Et c'est tout le périmètre que l'on a et tout le domaine d'activité de la voix et des solutions automatisées autour de la voix. Elle est là pour nous permettre à nous de libérer nos contraintes techniques, que ce soit de la saisie, que ce soit de la collecte d'informations simples, que ce soit l'identification d'une intention et ainsi de suite, pour nous permettre après, même nous, dans le cas d'un centre de relations client, que le collaborateur soit consacré pleinement à la relation avec le client, avec l'assuré, avec le sociétaire, pour lui répondre et qui donne sa totale plus-value. Et je trouve que c'est là que se situe aussi la bonne combinaison entre le robot et l'humain. Et on voit bien que l'un va venir servir l'autre et ne sera pas en compétition vis-à-vis de l'autre. C'est vraiment un point important à avoir à l'esprit. Merci Tanguy, Arnaud, en tout cas pour la participation. Moi, j'ai une dernière question qui était posée tout à l'heure. Comment faire? Elle est vraiment, on n'est pas dans les notions de la sobriété énergétique, mais beaucoup plus terre à terre. Comment faire si le speech to text ne renvoie pas à une bonne transcription? Bon, Patrice et Pascal, c'est quoi vos... Et ça, c'est la dernière. On a 3 minutes. On se fait plaisir à la fin. J'ai envie de dire, c'est de la tactique, d'abord. Enfin, Patrice, c'est une notion de tactique. Et aussi d'algorithmes, justement, en fait. On a testé 2 algorithmes, justement, par rapport à cette problématique. C'est que j'appelle ça l'histoire de la salade. En fait, on reçoit de la salade, et en fait, l'objectif, c'est de savoir si, malgré tout ce qui est dit, en fait, ça a un sens. Et donc, je m'adresse à nos confrères aussi, en fait, qui peuvent être là. C'est un vrai sujet pour des data scientists, en fait. L'objectif, c'est que je vous envoie un texte qui ne veut rien dire, quelque part, mais globalement, pour un humain, oui, il veut dire quelque chose. Donc, c'est-à-dire que c'est la façon dont il est transcrit de manière écrite qui ne va pas forcément aller. Je dis bien ça, c'est pas
on n'est pas uniquement donc dans le phonétique. C'est-à-dire que je peux avoir une transcription qui veut dire la même chose mais phonétiquement. Donc, ça, on peut le traiter. On arrive à le traiter d'ailleurs, puisque ça, c'est intéressant. Donc, d'aller directement à ce niveau-là. C'est-à-dire que je n'ai pas compris la phrase, mais je regarde phonétiquement si ça veut dire la même chose que ce que j'ai dans ma base de connaissances. Techniquement, c'est faisable. Mais quand on est en-delà du phonétique et qu'on est au-delà de la logique du wording, forcément, il faut avoir des nouveaux algos qui n'existent pas forcément encore, et donc il faut creuser là-dessus, puisqu'en fait, vous recevez une phrase qui ne veut rien dire, et pourtant, la personne s'est exprimée correctement, et ça nous arrive de le voir. Je fais juste une parenthèse pour tout à l'heure. On n'a pas parlé, c'était le screenless. Il faut imaginer dans le futur, pourquoi il y aura de plus en plus de la voix, parce que les gens, en fait, ils utilisent des ordinateurs, parce qu'en fait, ou des téléphones, c'est parce que pour l'instant, il n'y a pas d'autre moyen. Mais demain, on va tous parler avec notre téléphone et avec notre Google Home. Patrice, je te laisse rebondir sur l'histoire de la question. Oui, mais je vois, surtout quand on est à la fin de… Je prends ça comme… peut-être Patrice, il souhaite dire une dernière phrase et moi, je conclue. Non, bon, on se dit qu'à 23, 25, on remercie les personnes qui sont restées jusqu'au bout avec nous. Et il ne faut pas hésiter, en tout cas, à nous envoyer un petit email. Je n'ai pas laissé mon mail d'ailleurs, ou celui de… Mais on est facilement… voilà, accessible, en tout cas sur tous les réseaux. Il ne faut pas oublier que faire des assistants, et c'est ce qu'on disait, c'est pas uniquement voilà, un briquet de différentes technologies, et c'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de bots ne fonctionnent pas ou mal ou ne fonctionnaient pas, et que vraiment l'approche de Talker, et ça a été dit même tout à l'heure dans le témoignage de Dr Mizrahi, Qualys, avant on s'appelait Qualys évidemment, ça fait 6-7 ans on est sur le marché des assistants virtuels, on est vraiment éditeur de technologie, et en tant qu'éditeur de technologie, on va loin, on anticipe en tout cas les usages et de nos clients et des end users, les utilisateurs finaux. Donc nous, dans notre approche, c'est de faire en sorte que le travail de nos clients soit la plus facile possible et que l'expérience utilisateur finale soit la plus fluide possible. Et pour ça, il faut mettre voilà, la technologie en marche. Elle doit servir les usages et le quotidien des personnes. Et c'est ça peut-être le mot de la fin. Et je remercie pour cette tribune, évidemment, le Voice Lab. Et on travaille justement avec les équipes du Voice Lab pour faire une super marketplace des services vocaux, justement dans à un autre niveau, aider l'écosystème français et européen. Mais voilà, merci aussi à Francia et j'espère vous retrouver bientôt. Merci à tous d'avoir participé. Merci aux intervenants. Et comme le disait Katia, si le sujet vous intéresse, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Je l'ai mis ici dans le chat. contact@levoicelab.org. Sinon, la session pour rappel sera rediffusée sur notre site web, levoicelab.org, et aussi dans la chaîne YouTube du Hub, Francia. Donc, et sur ça, je vous souhaite un très bon week-end. Merci d'avoir terminé la semaine avec nous. Merci beaucoup. Merci Arnaud, Tanguy, Patrice, Pascal et Katia. Bien sûr. Merci. Très vite. Merci à tous. Merci à vous toutes et à tous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Bon week-end à tout le monde. Bon week-end.